Bonjour et bienvenue à l'événement Planifiez votre carrière avec étudiants GC. Mon nom est Olivier Robichaud. Je suis conseiller en ressources humaines généraliste au sein de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique et je serai le genre de modérateur pour la journée. Je vous joins aujourd'hui de Moncton, Nouveau-Brunswick, qui est un territoire traditionnel non cédé des peuples Mi'kmaq, Wolastoqiyik et Passamaquoddy. À votre tour, où que vous soyez aujourd'hui, je vous invite à réfléchir sur la présence passée et actuelle des peuples autochtones qui habitent les terres où vous vous situez. Aujourd'hui, je suis accompagné de collègues et anciennes coprésidentes du étudiant GC. Audrey-Anne, je te laisse te présenter avant de passer au cœur de notre présentation. Merci, Olivier. Je l'ai mentionné tantôt, mais je suis vraiment excitée de faire cette présentation-là avec toi aujourd'hui. Moi, c'est Audrey-Anne Racine. J'utilise les pronoms elle, she, her. Je suis conseillère principale en ressources humaines. Je m'occupe entre autres de l'équité, diversité, inclusion, accessibilité, les langues officielles, la planification des ressources humaines. En effet, je suis une ancienne coprésidente d'étudiants GC. J'ai donné mon cœur dans ce beau réseau-là. Je suis vraiment fière de le voir encore grandir, de le voir grandir aujourd'hui. De mon côté, je vous rejoins de la région de la capitale nationale, qui est sur le territoire non cédé des peuples algonquiens Anishinaabe. Excellent. Merci beaucoup, Audrey-Anne. Euh, Aujourd'hui, nous avons plein d'informations à vous partager, mais avant, veuillez noter que les caméras et les microphones sont désactivés. L'événement sera en français et sera enregistré et disponible pour visionnement par la suite. Je vais juste le répéter en anglais. This event will be in French and will be recorded and available for viewing afterwards. For the English version of this event, view the recording already available on YouTube. Et si je ne me trompe pas, c'est directement sur le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux dont vous pouvez trouver l'information qui va être présentée ici dans les deux langues. Finalement, pour un meilleur visionnement, nous vous encourageons à vous déconnecter du réseau et de votre organisation si possible. Si vous rencontrez des difficultés techniques, nous vous recommandons de relancer la web diffusion. Bon, comme vous le voyez sur l'écran, le thème aujourd'hui est la planification de carrière au gouvernement du Canada. Profitez pleinement des idées et des conseils offerts par l'équipe étudiant GC et n'oubliez pas de poser vos questions lors de la séance de questions qui suivra à la toute fin. Tout contenu de cette présentation est accessible sur la page wiki d'étudiants GC et disponible à l'adresse et il y a le code QR si on monte à la diapo juste avant. Oh, juste en clic de l'avant. Donc, on va à diapo 3. Oh, la, celle juste avant, avec le code QR. Voilà, c'est celui-là. Donc, je vous invite, vous pouvez utiliser votre téléphone intelligent pour le code QR si vous voulez avoir accès à toutes les ressources qui sont offertes au niveau des étudiants GC. Je vais vous dire, il y a beaucoup d'informations. Je vous encourage fortement d'aller voir ces informations-là. C'est grandement apprécié, puis il y a beaucoup d'efforts qui est mis dans le contenu qui vous sont disponibles. Donc, on va passer à la prochaine diapo. Donc, on tenait à vous résumer la présentation que nous avons faite au début de la session qui s'intitule Débutez votre session avec étudiant GC. Cet événement abordait les moyens à tirer davantage de votre emploi étudiant au GC. Donc, nous avons discuté d'à peu près 4 points. L'expérience de travail diversifiée, donc c'est vraiment avoir acquérir des expériences de travail qui va surtout faciliter la réembauche au niveau de la fonction publique. Il y a eu aussi la discussion au niveau de l'assurance. Donc, comme vous le savez, après 6 mois d'emploi étudiant, que vous avez travaillé un minimum de 12,5 heures par semaine sans bris de service, en voulant dire qu'il n'y a pas eu de pause entre vos contrats étudiants, vous avez accès à l'assurance et vous pouvez contribuer aussi au fonds de pension. Aussi, à l'intégration des étudiants. Donc, vous le savez très bien qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place au sein de la fonction publique, donc qui va
améliorer et pouvoir favoriser aussi les processus d'intégration des étudiants, donc surtout au niveau des processus non annoncés externes. On va en discuter plus aujourd'hui, mais c'était un peu des informations que vous avez eues au tout début. Et finalement, il y a aussi le rachat des services. Donc, vos années de travail sous le contrat étudiant peuvent aussi être comptées dans vos années de travail globales. Donc, ça vous donne un peu d'un support, d'une vue de ce qu'on a discuté au tout début. Mais aujourd'hui, puis on va passer à la prochaine diapo, on va parler de quatre, ou je vais dire de six composantes. Donc, premièrement, on va parler des groupes et des niveaux des postes, les types d'emplois et processus. C'est peut-être des termes que vous aurez déjà entendus. Vous allez voir si vous avez côtoyé des collègues. C'est des termes qui reviennent souvent au sein de la fonction publique et avec des collègues. Troisième point, on va parler des bassins et des répertoires, savoir c'est quoi la distinction, qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, trouver un emploi sur emploi GC. Je souhaite que vous savez déjà c'est quoi emploi GC, sinon on va l'apprendre aujourd'hui. On va parler aussi des ressources supplémentaires. On va faire quelques petites annonces et à la fin, on aura une période de questions où notre panéliste, Audrey-Anne, puis avec mon appui, on pourra répondre à ces questions que vous avez accumulées au cours de la présentation. Donc, à la prochaine diapo, on a une question pour vous. Et avant de commencer, mon petit sondage. Sur une échelle de 1 à 5, quel est votre niveau de connaissance au sujet de la planification de carrière au sein du gouvernement du Canada? 1 étant que vous en connaissez peu et 5 étant que vous connaissez presque toutes qu'il y a à savoir. Donc, vous pouvez utiliser le clavardage. Ici, on a des 1, on a des 3, des 2 et des 3. Des 2, parfait. Ça veut dire que je prends pour acquis que les 2, vous avez entendu des termes que j'ai mentionnés jusqu'à date, qui va sonner que vous avez peut-être entendu de vos collègues. C'est parfait, des 2. Et on souhaite qu'aujourd'hui, à la présentation, on va changer ce 2-là, peut-être à un 3, peut-être un 4, peut-être un 5. Mais ultimement, c'est vous donner un sommaire général de qu'est-ce que c'est le processus d'embauche et qu'est-ce que ça ressemble dans l'arrière-plan. Donc, on va passer à la prochaine diapo. En premier lieu, nous allons parler des groupes et des niveaux au GC afin de mieux comprendre comment faire vos recherches de carrière et d'emploi par la suite. Nos conseillères en ressources humaines, notre conseillère en ressources humaines et notre ancienne présidente nous donnera un petit peu les ABC de pourquoi il est important pour nous, mais aussi pour vous de connaître ces groupes et niveaux-là. Donc, je passe la parole à Audrey-Anne. Oui, c'est un bon sujet d'entrée. On en entend souvent parler. Puis on va pouvoir aller à la prochaine diapo tout de suite. Quand on parle de groupes et niveaux, on parle des groupes professionnels. En fait, au sein du gouvernement du Canada, chaque employé, chaque fonctionnaire a un groupe professionnel pour vraiment définir un peu c'est quoi son travail. Donc moi, par exemple, je travaille en ressources humaines. Je suis une conseillère, donc je suis dans le groupe professionnel des PE. Donc, c'est PE pour, là, je l'oublie tout le temps, je suis pas une bonne représentante de mon groupe professionnel, mais c'est pour la gestion des personnes. Donc, l'abréviation, c'est PE. Par exemple, j'ai un de mes amis qui travaille en finance. Lui, il travaille en finance. Il a eu l'expérience, il a les compétences essentielles pour les qualifications essentielles pour faire partie d'un groupe professionnel des FI. Donc, il travaille en finance, c'est dans le groupe professionnel FI. Donc, c'est vraiment pour catégoriser un peu le type de travail qu'on fait. Donc, c'est le groupe professionnel. Il y en a une panoplie. Vous pouvez directement chercher sur votre navigateur web groupe professionnel gc.ca. Vous allez avoir accès à la liste des différents groupes professionnels. Pour connaître votre groupe professionnel, vous pouvez aussi aller sur les annonces d'emploi sur Emploi GC. Emploi GC, c'est la base de données de tous les emplois qui sont actuellement annoncés. Donc, vous pouvez postuler sur ces emplois-là. Donc, vous allez sur Emploi GC. Vous avez accès à des filtres de recherche. Donc, vous pouvez chercher, par exemple, finance et on va vous montrer des emplois dans le domaine de la finance et vous allez voir des groupes professionnels qui peut s'y rattacher. Donc, je sais que FI, c'est un groupe en finance, les AS aussi pourraient travailler en finance. Donc, ça vous permet d'explorer un peu les différents groupes professionnels dans un domaine qui vous intéresse.
Un petit astuce aussi, quand vous regardez les titres, allez aussi regarder les salaires pour vous donner une idée si il s'agit d'un poste d'entrée. Mais pour le groupe professionnel, on parle ici des PE, des AS, des EC. C'est vraiment, ça va vous donner une idée du domaine, des tâches, des sujets qui sont rattachés à l'emploi. Si vous êtes une personne qui travaille actuellement au gouvernement du Canada en tant que travailleur ou en tant qu'employé, deux autres petits trucs pour connaître votre groupe professionnel, ça serait de demander à vos collègues leur groupe professionnel. Vous pouvez aussi contacter des personnes qui travaillent dans un domaine qui vous intéresse en allant sur GC Annuaire. Donc, même chose, vous allez sur votre navigateur web GC Annuaire et vous pouvez faire des recherches par ministère, par organisation. Par exemple, vous êtes intéressé par Santé Canada, vous allez sur GC Annuaire, puis vous allez voir l'organisation de Santé Canada et vous allez voir toutes les directions générales, toutes les équipes au sein de cette organisation-là. Et vous pouvez contacter directement des gens. Donc, c'est intéressant de faire du réseautage de cette manière-là pour en apprendre un peu plus sur leur cheminement de carrière, comment ils sont arrivés dans ce groupe professionnel. Donc, des petits trucs là, pour connaître les groupes professionnels qui pourraient vous intéresser. Prochaine diapo, on va aller un peu plus en détail. Donc, moi, je suis une PE, c'est mon groupe professionnel, mais j'ai un niveau qui est rattaché au type de tâches que j'effectue. Si je reprends mes débuts, j'ai commencé en tant qu'étudiante et ensuite j'ai débuté en tant que fonctionnaire, encore dans le groupe des PE, mais j'étais au premier niveau, donc j'étais PE1, à cause de mes connaissances, à cause de mes expériences. Une fois que vous connaissez vos groupes, c'est naturellement important pour vous de connaître vos niveaux, puisque si vous faites votre entrée au gouvernement du Canada, que vous avez peu d'expérience, vous ne pourriez pas nécessairement appliquer en fait sur un poste, par exemple, de niveau 5, de niveau 4. Ça pourrait être intéressant de regarder là, les niveaux moins élevés. Et pour ce faire, je vous conseillerais d'aller sur Emploi GC, de consulter les annonces d'emploi et de vérifier les qualifications qui sont essentielles. Une qualification essentielle, ça veut dire que vous devez absolument avoir, par exemple, de l'expérience avec Excel. Ça pourrait être une qualification qui est essentielle. Donc, vous devez absolument être capable de justifier que vous avez de l'expérience avec Excel pour pouvoir appliquer sur le poste, pour pouvoir avoir le poste. Si je reprends mon exemple je reprends l'exemple d'un EFI, par exemple, vous regardez le FI 3 et une des qualifications essentielles, c'est d'avoir un bac en finance. Si vous n'avez pas un bac en finance, vous n'êtes pas admissible puisque c'est une qualification qui est dite d'essentiel. Donc, si vous allez voir d'autres niveaux plus bas de FI, peut-être que le niveau 1, ça correspond en fait, à votre niveau d'éducation, vous avez les autres qualifications essentielles, donc vous pourriez appliquer. Si vous répondez aux qualifications essentielles du poste, ça signifie que le niveau peut vous convenir, mais ça ne veut pas automatiquement dire que vous pouvez appliquer. Puis je vais vous donner un peu plus d'informations par rapport à ça. Si vous êtes une personne travailleuse ou employée du gouvernement du Canada, deux autres petits trucs pour connaître votre niveau. Vous pouvez demander à vos collègues de savoir c'est quoi leur cheminement de carrière, quel niveau ils sont allés chercher à leur début au gouvernement. Vous pouvez aussi, avec Emploi GC, quand vous vous connectez avec votre adresse courriel du gouvernement du Canada ou si vous allez sur Emploi GC en étant connecté au réseau de votre organisation, vous avez plus de choix en fait dans les filtres qui se trouvent à gauche de la page d'Emploi GC. Vous pouvez directement sélectionner votre classification, donc votre groupe professionnel, et commencer à faire des recherches avec les niveaux. Donc, par exemple, j'irai chercher PE. Moi, de mon côté, c'est mon groupe professionnel. Donc, j'irai chercher PE, puis je pourrais aller chercher aussi des niveaux qui m'intéressent. Donc, PE4, par exemple, je pourrais ajouter ce niveau-là dans ma liste. Donc, ça vous donne vraiment une vue d'ensemble de tous les groupes et niveaux qui sont sur Emploi GC.
Vous pouvez aussi regarder, si vous êtes travailleur ou employé du gouvernement du Canada, un onglet sur Emploi GC pour les emplois internes, donc les emplois qui sont réservés aux fonctionnaires. Donc, si je résume le tout, quand vous commencez à faire votre recherche d'emploi, c'est important de savoir les groupes professionnels qui pourraient vous intéresser. Moi, de mon côté, quand j'ai fini mes études, je regardais pour le groupe des PE, puisqu'ils reconnaissaient le bac que j'avais fait. Je regardais aussi le groupe des AS, donc c'est souvent soutien administratif, des tâches administratives, et le groupe des CR, donc c'est similaire un peu à AS, mais c'était vraiment les trois groupes que je recherchais, puisque c'était des groupes en ressources humaines qui avaient des tâches connexes à mon domaine d'intérêt. Donc, une fois qu'on sait son groupe professionnel, une fois qu'on sait les niveaux qui peuvent nous intéresser, c'est là qu'on peut vraiment faire du réseautage appliqué sur Emploi GC. Puis je vais laisser Olivier vous poser une prochaine question puis vous donner un peu plus d'informations sur le processus à suivre par la suite. Merci beaucoup, Audrey-Anne. J'avoue, tu avais déjà un plan. Tu savais déjà tes classifications ASCR. C'est des classifications qu'on a, qui est, je vais dire, qui est quand même assez commun à la fonction publique. De mon côté, c'était des EC qui m'intéressaient aussi. Donc ça, c'est plus au niveau de l'analyse politique. Mais j'ai une question à la prochaine diapo. Puis je vais vous demander, vous pouvez utiliser l'option clavardage. Connaissez-vous le groupe professionnel dans lequel vous souhaitez débuter votre carrière? Ah, il y a effectivement un poll quiz. Donc, je vous invite à mettre votre réponse ici. Si vous ne le connaissez pas, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est là pour découvrir que ça existe. Si vous le connaissez déjà, on veut le savoir. Euh, mais au moins, ça vous donne une idée de où commencer. Où commencer à aller faire ces recherches-là dans vos activités. Je ne sais pas si vous avez accès. Donc, pour la majorité, on n'est pas encore sûr, puis ça, il n'y a pas de problème. Mais on vous encourage vraiment d'aller faire des recherches au niveau de Emploi GC. Puis vous allez voir qu'il y a des informations récurrentes par rapport à non seulement les compétences, vous allez voir des compétences qui vont se ressembler souvent au même groupe et même niveau. Mais c'est toujours une bonne façon de commencer à faire votre recherche, puis justement de préparer vos activités de développer vos questions, quelle expérience vous voulez vivre et quelle expérience que vous avez acquérie, que ce soit dans votre emploi GC ou ailleurs, qui va vous permettre de répondre à ces qualifications essentielles. On va passer à la prochaine diapo. Donc, maintenant, nous connaissons les groupes et niveaux dans la fonction publique fédérale. Tournons-nous notre attention vers les types d'emplois et processus de sélection. Là, ça vient un petit peu plus, je ne veux pas dire compliqué, mais vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'options à la fonction publique et je suis convaincu qu'Audrey-Anne connaît les réponses et va pouvoir bien vous l'expliquer. J'ai vu les dessins, super beau. Ah, la barre, elle est haute. Moi, je tiens à dire là, que j'ai pas d'expérience en dotation, mais j'ai été curieuse, j'ai fait mes recherches, j'ai été m'informer auprès des personnes ressources. J'ai aussi participé beaucoup aux événements du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Donc, c'est là que j'ai mes connaissances là, pour les processus, là, mais je suis pas une experte en dotation. On peut passer à la prochaine diapo. C'est la manière la plus simple qu'on peut vous résumer les types d'emplois au gouvernement du Canada. En fait, si on part à la base, au gouvernement, il y a des employés, soit les fonctionnaires, et il y a des travailleurs, soit des personnes sous contrat, comme les contrats étudiants, les contrats à temps partiel, les contrats occasionnels. Donc, si vous êtes un étudiant sous contrat étudiant, si vous êtes un travailleur sous contrat occasionnel, vous êtes considéré comme étant des travailleurs du gouvernement du Canada, donc vous êtes externe, vous n'êtes pas encore des fonctionnaires. Pour
faire votre entrée officielle au gouvernement du Canada, donc autant pour les travailleurs du gouvernement que pour les personnes qui n'ont jamais travaillé pour le gouvernement, vous devez vous trouver un contrat déterminé ou un contrat indéterminé. Un contrat déterminé, c'est qu'il y a une date de fin. Et un contrat indéterminé, c'est votre permanence. Donc, le gestionnaire n'a pas des besoins spécifiques. Donc, il va juste vous donner un contrat indéterminé puisqu'il va avoir besoin de l'employé sur une longue période de temps. Une fois que vous avez trouvé votre contrat déterminé, votre contrat indéterminé, donc par exemple, moi, quand j'ai fait mon entrée au gouvernement, j'étais étudiante, donc j'étais travailleuse du gouvernement du Canada. J'ai trouvé un contrat indéterminé PE1 et j'ai fait mon entrée en tant que fonctionnaire. Une fois qu'on est fonctionnaire, on a accès à d'autres opportunités d'emploi. Donc, on les sépare en deux sections. Il y a des opportunités au sein de son organisation, puis aussi des opportunités dans d'autres organisations. Par exemple, moi, j'ai commencé à Emploi et Développement social Canada, mais j'aurais pu aller chercher d'autres opportunités, par exemple à Santé Canada, sans problème. Les opportunités dans son ministère, ben, il y a des opportunités qui consistent à avoir un nouvel emploi et il y a aussi des opportunités qui consistent à avoir un emploi de manière temporaire. Pour le nouvel emploi, vous pouvez avoir une mutation. Une mutation, c'est que moi, je suis, par exemple, PE1 dans une équipe en équité, diversité et inclusion. Puis, je me disais, j'aimerais ça aller chercher de l'expérience en dotation. Donc, je n'ai plus mon poste en équité, diversité et inclusion. Je vais muter dans une autre équipe en dotation et maintenant, le poste en dotation m'appartient. Donc, c'est à niveau. Je passe de PE1 à PE1 dans une autre équipe. Ici, pour avoir un nouvel emploi, vous pourriez avoir des promotions. Donc, par exemple, de passer de AS1 à AS2 dans une autre équipe ou au sein de votre équipe. Mais on appelle ça une promotion d'augmenter de niveau. Donc, vous êtes dans le groupe des AS, mais vous montez de niveau, donc de 1 à 2. Et il y a aussi des emplois qui sont dits de temporaires, donc des affectations. Une affectation, c'est qu'on va changer d'emploi pour une période de temps. Donc, on garde notre poste d'attache qu'on appelle. Donc, par exemple, moi qui étais PE1 en équité, diversité et inclusion, ça reste mon poste, mais pour, disons, 1 an, je m'en vais dans l'équipe de dotation, aller chercher de l'expérience, donc au même niveau, PE1. Et à la suite de mon année, je reviens dans mon poste d'attache. J'ai été chercher de l'expérience, j'ai eu une affectation. Il y a aussi des intérimaires. Des intérimaires, c'est qu'on va remplacer un poste plus haut que le nôtre pour une période de temps X, Y, Z. Donc, on garde notre poste d'attache, on va remplacer un poste plus haut, puis ensuite, on revient à notre poste d'attache. Donc, c'est bien pour aller chercher de l'expérience, d'aller chercher des nouvelles compétences. Les opportunités dans un autre ministère, il y a le nouvel emploi naturellement, donc une mutation, donc passer de PE1 dans un ministère à aller P1 dans un autre. Je suis désolée, j'ai un chat qui vient de me mettre sur sourdine. Je disais donc la mutation, donc c'est à niveau dans une autre organisation. Une promotion, comme je l'ai mentionné tantôt, on monte de niveau, mais dans une autre organisation. Et les emplois temporaires, on appelle ça le détachement. Donc, c'est comme une affectation, mais le détachement, c'est qu'on va dans une autre organisation. Donc, il y a peut-être un peu plus de paperasse à remplir. Mais on part de notre organisation, on s'en va dans une autre organisation pour, disons, 1 an, puis ensuite, on revient dans notre poste d'attache. Donc, il y a plein d'opportunités au sein du gouvernement pour bouger, pour aller chercher de la nouvelle expérience, mais aussi pour aller chercher des compétences, de se challenger, de se mettre au défi avec des opportunités qui sont plus élevées que notre contrat actuel, en fait. La prochaine diapo, ça vient résumer d'une différente manière ce que je viens d'expliquer. Donc, les personnes qui sont travailleuses du gouvernement du Canada sont considérées comme étant externes, donc ce n'est pas des fonctionnaires. On parle ici des gens qui ont des contrats étudiants, des contrats à temps partiel et des contrats occasionnels. Pour devenir fonctionnaire, donc pour devenir une personne employée du gouvernement du Canada, devenir un fonctionnaire, les personnes travailleuses du GC ou les personnes qui n'ont jamais travaillé au gouvernement du Canada doivent se trouver un contrat déterminé avec une date de fin ou un contrat indéterminé
sans date de fin. Puis une fois qu'on a un de ces deux types de contrats-là, on a des possibilités d'aller chercher de l'expérience, de se déplacer un petit peu avec une mutation, donc à niveau, des intérimaires, de remplacer de manière temporaire un groupe et niveau plus élevé que le nôtre. Il y a des affectations, détachements, donc d'aller faire d'aller chercher de l'expérience dans un autre domaine, dans un autre ministère et revenir à son poste d'attache. Vous pourriez aussi vous trouver un autre contrat déterminé, vous trouver un autre contrat indéterminé, par exemple. Et finalement, les promotions, donc pour monter les échelons, là, plus que vous avez d'expérience, de connaissances, de compétences, vous pouvez monter les échelons, monter les niveaux. Donc voilà, ça résume un peu les types d'emplois qui existent là, au gouvernement. Merci beaucoup, Adriane. J'ai une question ici. Si vous avez un contrat étudiant, êtes-vous admissible à un intérimaire? Oui ou non? Si vous avez un contrat étudiant, êtes-vous admissible à un intérimaire? Là, il faut garder en tête, j'ai fait attention sur les mots de travailleur versus un employé. Ça peut, ça peut aider la réflexion, là. Des, des quiz d'examen, là. Non, c'est pas- Et la réponse est effectivement non. Je vais laisser. Ben, Veux-tu répondre? ben, je me dis, tu veux-tu te lancer? Je sais que tu le sais oser. Ok, c'est beau. Tel que mentionné dans la présentation, les intérimaires, il faut être un employé de la fonction publique, ce qui veut dire que vous êtes employé en tant qu'employé terme, donc d'une période déterminée ou d'une période indéterminée pour avoir accès à ça. Un autre point que j'aimerais aborder aussi dans la présentation, parce que moi, je fais de la dotation généraliste. Nous, on fait un petit peu de tout, dont un de mes gros dossiers, c'est de la dotation. Puis je pense que, tu sais, on est dans une époque, puis corrigez-moi si j'ai tort, là, mais je pense qu'on est dans une époque où on a beaucoup d'options, on a beaucoup de choix. Donc, peut-être que vous allez commencer à un moment donné votre cheminement à la fonction publique et vous êtes des PE, puis vous aimez ça, puis tout d'un coup, vous dites, ah, tu sais, c'est plus mon intérêt, j'aimerais de poursuivre que autre chose. Il y a des possibilités de faire des changements, non seulement à l'intérieur d'un groupe et niveau spécifique, mais aussi des changements dans d'autres groupes. Tout ça, c'est toujours en fonction au niveau de l'échelle salariale. C'est comme ça que les gens en compensation, euh, les gens à la paie vont faire le calcul en disant des fois on peut faire des mouvements à niveau, mais au lieu d'être PE1 à PE, à un autre PE1, ça pourrait être dans un autre niveau, dans une autre classification. Donc, c'est des choses à savoir. C'est juste pour vous rassurer que vous n'êtes pas pris à dire je suis PE1, PE et je vais être PE toute ma vie. Il y a des possibilités à faire des changements si vous changez d'idée. C'est ça un peu la beauté de la fonction publique. Il y a beaucoup d'options. Puis des fois, c'est ça qui est difficile. Il y a beaucoup d'options. On va passer à la prochaine diapo. Audrey-Anne? Oui, puis je vais juste faire du pouce sur ce que tu viens de dire parce que je trouve ça super intéressant. Puis en effet, moi, je suis PE. Ça veut pas dire que je vais rester PE toute ma vie. Ce qui est important, puisque je vais en parler plus tard, c'est vraiment juste, on doit être capable de justifier qu'on a les compétences, qu'on a les connaissances pour passer d'un autre groupe et niveau. Je sais par exemple que le AS4, c'est l'équivalent d'un PE2. Donc, j'aurais pu changer à AS4 là, si je voulais aller chercher de l'expérience ailleurs. Mais en effet, on reste pas nécessairement toujours dans le même groupe professionnel tout le long de sa carrière. Et c'est, selon moi, la beauté du gouvernement, là, de pouvoir changer de domaine, mais aussi de pouvoir changer d'organisation. On a parlé des types d'emplois. Je veux vous parler des processus de nomination. Les processus de nomination, je vais vous inviter à imaginer un glacier. J'aime vraiment cette analogie-là. Les processus de nomination, il y a des emplois qui sont annoncés. Donc, on va les voir sur Emploi GC.
Il y a des processus qui ne sont pas annoncés, donc qui ne sont pas affichés sur Emploi GC, et on va les découvrir avec du bouche à oreille ou en faisant du réseautage. Si je prends mon glacier, les emplois annoncés, c'est la glace qui sort au-dessus de l'eau. Donc, on le voit. On est capable d'aller sur Emploi GC et de voir les emplois qui sont disponibles. Les emplois qui sont non annoncés, c'est toute la glace qui est sous l'eau. Donc, on ne le voit pas, mais ils sont là, sont disponibles, mais on ne le voit pas. Ensuite de ça, on a des emplois qui sont ouverts à l'externe et des emplois qui sont ouverts à l'interne. Donc, les emplois qui sont ouverts à l'externe, tout le monde peut appliquer. Et les emplois qui sont ouverts à l'interne, ben, c'est juste les fonctionnaires du gouvernement. Donc, par exemple, un étudiant ne pourrait pas nécessairement appliquer sur un emploi ouvert à l'interne. Naturellement, il y a des petites restrictions, il y a des petites le mot m'échappe, mais il y a des fois qu'un étudiant pourrait appliquer, là, c'est pas toujours coulé dans le béton, mais en général, les emplois ouverts à l'interne sont réservés aux fonctionnaires du gouvernement du Canada. Donc, si je reprends mon glacier, il y a un côté du glacier qu'on voit, donc c'est tout le monde a accès, c'est des emplois qui sont ouverts à l'externe. Mais de l'autre côté du glacier, il y a d'autres emplois, mais qu'on voit pas. Mais c'est juste les fonctionnaires qui ont comme un petit passerelle, là, puis qui peuvent aller chercher, qui peuvent aller voir ces emplois-là. Donc, si je reviens je reviens plus spécifiquement là, avec le glacier, il y a des processus qui sont annoncés, donc qui sont disponibles sur Emploi GC, mais qui sont externes. Donc, des processus annoncés externes, donc sont disponibles sur Emploi GC et tout le monde peut les voir, tout le monde pourrait appliquer. Il y a aussi des processus annoncés internes, donc c'est des processus qui sont annoncés, on les voit, mais ils sont à l'interne, donc c'est juste les fonctionnaires qui peuvent les voir, qui peuvent consulter ces opportunités-là. Il y a des processus non annoncés externes, donc sont non annoncés, on ne les voit pas sur Emploi GC, et c'est pour tout le monde, là, c'est pour tous. Quand on parle de l'intégration des étudiants, c'est ce qu'on veut dire. C'est un processus qui est non annoncé externe, donc on ne le voit pas, il faut faire du réseautage pour le trouver, puis tout le monde on va dire, tout le monde est admissible. Mais quand on utilise ce genre de processus-là, il faut avoir une bonne justification. Parce que c'est toujours mieux de l'afficher pour que le plus de candidats possible puissent appliquer, qu'on soit inclusif pour tout le monde. Donc, on doit justifier pourquoi on n'a pas annoncé notre processus. Et une des justifications, c'est l'intégration des étudiants. Ce que ça veut dire, c'est que on offre un poste on offre un poste de manière non annoncée à une personne qui a déjà travaillé au gouvernement du Canada. Donc, l'intégration des étudiants, ce que ça veut dire, c'est que j'ai un candidat qui a de l'expérience récente au gouvernement du Canada, qui est déjà au courant de comment ça fonctionne, qui a déjà fait ses formations, qui comprend le gouvernement. Donc, c'est pour ça que je veux aller chercher cette personne-là, puisqu'elle a une expérience récente au gouvernement du Canada. Donc, l'intégration des étudiants, ce qu'on doit se rappeler, c'est que c'est des processus qui sont non annoncés. Donc, c'est en faisant du réseautage, on ne va pas le trouver sur Emploi GC. Puis le gestionnaire justifie que c'est un processus non annoncé avec l'intégration des étudiants, donc parce que vous avez une expérience récente au gouvernement du Canada. Finalement, il y a des processus non annoncés internes. Par exemple, moi, quand j'étais PE1, j'ai passé d'étudiante à PE1 par le biais de l'intégration des étudiants. Donc, j'ai eu un processus non annoncé externe. Ensuite, j'étais PE1, j'ai été chercher de l'expérience, j'ai développé mes connaissances, mes compétences, et l'équipe m'a offert un processus non annoncé interne. Donc, puisque j'étais déjà fonctionnaire, ils n'ont pas annoncé le processus. Ils m'ont offert le poste de PE2 au sein de l'équipe. Donc, c'était un non annoncé interne puisque j'étais fonctionnaire. Donc, c'était les différentes manières. Il y a quatre façons, quatre processus de nomination au gouvernement du Canada. Prochaine diapo. Encore là, je refais un peu comme tantôt, là, je vais vous réexpliquer de manière peut-être plus textuelle là, les processus de nomination au gouvernement. Il ne faut pas oublier que les personnes travailleuses du gouvernement du Canada ne sont pas considérées comme des fonctionnaires, donc ne sont pas considérées comme des employés de la fonction publique.
Il y a deux types de nominations, le annoncé, le non annoncé. Le annoncé, on va trouver les offres d'emploi sur Emploi GC, donc sont affichées, on les voit. Il y a des processus annoncés qui sont externes, donc tout le monde les voit, tout le monde y a accès. Et il y a des processus qui sont annoncés internes, donc c'est seulement les personnes appartenant à la fonction publique qui peuvent les voir. Les personnes sous contrat étudiant peuvent être inclus dans certains cas, mais c'est plutôt rare, là, mais ça serait de lire la zone de sélection, puis je vais vous en parler un peu plus tard. Et finalement, il y a des processus non annoncés, donc les offres d'emploi ne sont pas affichées. Il y a des processus annoncés externes, donc tout le monde est admissible si on veut, et des processus annoncés, non annoncés internes, donc c'est des processus pour des personnes qui appartiennent à la fonction publique. Donc là, on nous demande souvent, je suis intéressée par l'intégration des étudiants, où je peux trouver les postes. L'intégration des étudiants, c'est des processus non annoncés, donc on ne trouve pas ces postes-là. C'est vraiment en faisant du réseautage, en posant des questions à des gestionnaires qu'on peut les trouver. Donc, c'est vraiment un non annoncé, c'est pas sur Emploi GC, l'intégration des étudiants, c'est avec du bouche à oreille, c'est en jasant avec des gestionnaires d'embauche. Maintenant, j'ai volé un petit peu mon punch, là, mais comment trouver un emploi selon les processus? Donc, pour le processus de nomination, annoncé externe, on va directement sur Emploi GC, on a la liste de tous les emplois qui sont actuellement disponibles. Naturellement, on ajoute son groupe et niveau pour vraiment savoir ce qui nous intéresse. Les processus de nomination qui sont non annoncés externes, donc qui ne sont pas visibles sur Emploi GC, ce qu'on doit faire pour les trouver, c'est de faire du réseautage dès maintenant avec des gestionnaires, d'exprimer son désir de travailler pour la fonction publique, d'avoir un contrat déterminé ou indéterminé. Vous pourriez aussi être membre des groupes Facebook. Il y a plein de groupes Facebook. Ça commence toujours par GC, ça finit tout le temps par informel. Il y a plein de groupes Facebook pour les ressources humaines, pour les finances, pour les personnes dans le soutien administratif. Il y en a une panoplie. Donc, faites partie de ces groupes Facebook-là. Vous pouvez faire un post, une publication, en fait, en exprimant votre intérêt, ce que vous recherchez, puis il y a des gestionnaires qui peuvent vous écrire. Donc, c'est un beau moyen de faire du réseautage. Finalement, si vous êtes des personnes travailleuses ou employées du gouvernement du Canada, vous pourriez aussi regarder les processus de nomination qui sont annoncés à l'interne. Encore là, il faut vraiment vérifier dans la zone de sélection si les étudiants peuvent appliquer. Ça doit vraiment être indiqué. Sinon, par défaut, les personnes sous contrat étudiant ne sont pas admissibles. Et pour des processus de nomination non annoncés externes, donc pour peut-être avoir une intégration des étudiants, pour y aller sur GC annuaire, encore là, de chercher les par ministère qui vous intéressent, de contacter des gestionnaires d'embauche pour agrandir votre réseau. Et il y a aussi sur GC Connect, c'est un peu comme les groupes Facebook, le carrefour de carrière. En anglais, c'est le Marketplace. Où vous pourriez faire un post de démontrer votre intérêt dans un certain domaine, dans un certain groupe et niveau à des gestionnaires d'embauche et ils pourraient vous contacter pour jaser davantage avec vous. Donc, c'est des moyens là, assez efficaces pour trouver un emploi selon les différents processus. Test 1, 2. Bon, je vais te dire, je ne vais jamais apprendre à enlever à changer le micro. Il y a beaucoup d'informations, mais pour que vous sachiez ce que vous entendez aujourd'hui, de tout savoir, c'est peut-être pas évident. Puis nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on est dans le domaine. Des fois, il faut se rafraîchir. La beauté de tout ça, c'est dès que vous pouvez aller directement sur Google, faire des recherches sur des informations au sujet de la dotation de la fonction publique et c'est très accessible. Je ne vais pas vous le cacher, en tant que professionnel, je vais encore sur Google chercher, ah, j'ai oublié ça, je vais aller trouver dans des conventions collectives et tout. Vous êtes en mesure de pouvoir le faire, c'est quand même très ouvert et transparent. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais comme on dit, on a des stratégies et des ressources, surtout au sein de la fonction publique, qui peuvent vous aider là-dedans.
Bon, grâce aux commentaires et la rétroaction des derniers événements qu'on a eu, il y a beaucoup de participants qui ont eu des questions par rapport au bassin et au répertoire. Donc, nous avons décidé d'ajouter une section à notre événement afin de comme, parler un petit peu plus en détail, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi la différence. C'est quand même quelque chose que vous allez voir au cours de votre carrière. Vous allez souvent entendre parler d'un bassin ou d'un répertoire. Il va probablement avoir des gestionnaires qui vont vous demander des questions par rapport si vous avez déjà été, si vous êtes dans un bassin ou même un répertoire. Donc, je pense que c'est un excellent ajout dans le cœur de cette présentation ici, que vous sachiez un peu la différence. Donc, Audrey-Anne, je te laisse la parole pour nous expliquer un peu c'est quoi des bassins et des répertoires. Oh, moi, j'ai tellement eu de la misère à comprendre ce que c'était un bassin quand j'étais étudiante. Je pense qu'on me l'a expliqué comme 5 fois, là, puis je comprenais rien de rien. Je pense que cette section-ci va vraiment intéresser peut-être ceux qui ont enseigné à être au niveau 3 là, au début de la présentation. Je dirais que c'est un peu poussé. Personnellement, j'ai commencé à avoir un intérêt pour les bassins l'année dernière. Je voulais me qualifier dans un bassin pour pouvoir challenger un peu mes gestionnaires pour avoir une promotion. Mais c'est ça, c'est quand même de l'information qui est intéressante, mais n'ayez pas peur si c'est un peu complexe, vous n'avez pas besoin. je- oui, vous avez intérêt à faire partie d'un bassin, mais je considère que c'est quand même un peu de l'information là. Poussée, c'est vraiment une stratégie pour avancer dans la fonction publique, selon moi. La prochaine diapo, euh, les choses qui sont à savoir, est-ce que c'est juste m'assurer, Guillaume, est-ce que c'est la première diapo? J'ai en tête que c'est peut-être la deuxième, là. OK, ben en fait, on va tout faire en désordre. Encore la prochaine, puis on va revenir à elle après. Prochaine diapo. OK. Qu'est-ce que c'est un bassin au gouvernement du Canada? On va souvent entendre parler d'un pool. Donc, imaginez-vous une piscine, là, mais c'est bien bassin en français. Un bassin, là, le concept résumé, faire partie d'un bassin, c'est qu'une personne a appliqué sur Emploi GC, sur un processus qui permettait la création d'un bassin et qui a réussi toutes les étapes du processus de sélection. Donc, il y a plusieurs étapes qu'on applique sur Emploi GC. La première, par exemple, c'est de répondre aux questions de présélection pour valider qu'on a bien les qualifications essentielles. Ensuite, ça se peut que ça soit un examen écrit, ensuite une entrevue, ensuite ça pourrait être des références formelles, quoi d'autre? Les langues officielles, naturellement, de s'assurer qu'on a le bon profil. Donc, il y a plusieurs étapes au processus. Puis faire partie d'un bassin, ça veut dire qu'une personne a franchi toutes les étapes du processus et en fait, elle répondait à l'énoncé de critères de mérite. Donc, l'énoncé de critères de mérite, c'est les qualifications essentielles, c'est la langue, c'est aussi les compétences. Donc, elle a été capable de démontrer qu'elle répondait à l'énoncé de critères de mérite pour le poste, mais la personne n'a pas nécessairement été choisie pour l'emploi. Donc, quand on applique sur un processus, ça se peut qu'on soit 50 personnes qui appliquent sur le processus, donc qui vont sur Emploi GC, qui appliquent sur le processus. Puis à chaque étape, il y a des gens qui ne vont pas passer, qui vont devoir être éliminés du processus parce qu'ils ne répondent pas en fait à ce qui est évalué. Puis à la fin du processus, ça se peut que vous soyez juste 10 candidats qui ont franchi toutes les étapes, mais qu'il y ait juste un poste de disponible. Donc, au lieu de dire, ben, tout bad pour les 9 autres personnes, vous êtes rendus jusque-là, vous avez rien gagné, si on veut. Mais on va dire, vous êtes rendus jusqu'à la dernière étape. Donc, vous faites partie d'un bassin de gens qui sont qualifiés pour, disons, un poste de AS3. Donc, sur les 10 personnes, il y a une personne qui va être sélectionnée pour avoir l'emploi. Et les 9 autres, ben, ils vont avoir comme un petit certificat, on va dire. Ils vont pouvoir aller cogner aux portes des autres gestionnaires qui offrent un poste similaire et dire, hey, j'ai toutes fait les étapes pour un poste que toi, tu offres. Tu offres aussi un AS3. Puis, ben, je suis qualifiée. Je te montre, j'ai toutes fait les étapes. Je suis qualifiée pour avoir cet emploi-là.
Donc, c'est assez le fun de faire partie d'un bassin puisque tu as travaillé fort, puis ensuite, tu peux aller cogner aux portes des gestionnaires et dire T'as- j'ai toute la paperasse j'ai une grosse partie de la paperasse de fait, je me cherche un emploi. L'énoncé de critères de mérite, quant à lui, c'est comment ça se définit? Ben, c'est l'ensemble des éléments. Ça comprend le niveau d'études, les expériences de travail, les compétences, le niveau d'aisance à travailler dans les langues officielles qui sont requis pour occuper un poste. Donc, par exemple, sur Emploi GC, je vois un poste de PE3. Le niveau d'études, c'est un bac. Les expériences de travail, ben, il peut peut-être avoir 5 expériences de travail, comme travailler avec des parties prenantes externes. Ça peut être aussi donner des rapports à la haute gestion. Donc, plein d'expériences de travail. Des compétences comme le travail d'équipe, comme la collaboration et le niveau d'aisance à travailler dans les langues officielles. Ça peut être, par exemple, d'avoir un profil bilingue, soit CBC. Je vais en parler tantôt. Donc, le processus nous permet de valider si une personne répond à tous les critères de l'énoncé de critères de mérite. Et si on répond à tous les critères de l'énoncé de mérite, on pourrait, par exemple, faire partie d'un bassin. On va revenir à la diapo 19, Guillaume. Donc, les étapes pour se qualifier dans un bassin, il faut trouver un processus qui a un bassin à la fin du processus. Donc, vous allez sur Emploi GC et vous consultez les offres d'emploi. Et dans une offre d'emploi, vous allez voir intention dans une des sections. Là, si vous déroulez sur l'offre d'emploi, vous allez voir une section intention du poste. Il y a des fois qu'il n'y aura juste aucune intention, il n'y aura pas la section, donc il n'y a pas de bassin qui va être créé. Dans certains cas, ça pourrait être un bassin qui va être créé pour des postes au sein de l'organisation. Donc, vous êtes qualifié dans un bassin, par exemple, à Emploi et Développement social Canada, mais pour d'autres postes au sein de l'organisation. Donc, vous ne pouvez pas nécessairement aller voir un autre ministère et dire, hey, je suis qualifié dans ce bassin-ci, puisque c'est vraiment pour l'organisation. Et l'autre option pourrait être que l'intention du processus est de créer un bassin ouvert à l'ensemble du gouvernement. Pour ma part, l'an passé, quand j'étais dans ces réflexions-là, je voulais absolument me qualifier dans un bassin pour aller cogner à la porte de mon gestionnaire et un peu je vais dire, la challenger à m'offrir une promotion. Et j'appliquais seulement sur les processus qui offraient un bassin ouvert à l'ensemble du gouvernement. Donc, c'était ma stratégie pour ça, aller chercher le bassin. Ensuite, ben, durant un processus de sélection, vous avez appliqué sur un processus qui offre un bassin. On va évaluer si les personnes candidates répondent à l'énoncé de critères de mérite, donc que vous avez le bac ou les niveaux de scolarité requis, les expériences, les connaissances, les niveaux d'aisance dans les 2 langues officielles. Et à la fin du processus, puis naturellement, on évalue, comme je le mentionnais plus tôt, par des entrevues, des tests, des références et d'autres outils. Puis à la fin du processus, ben, ça se peut qu'il y ait 10 personnes de qualifiées, ils répondent tous à l'énoncé de critères de mérite, mais qu'il y a juste quelques postes, un poste, 2 postes disponibles. Donc, vont recevoir une communication de la part des ressources humaines pour les informer qui ont passé à travers toutes les étapes du processus, qui font partie du bassin. Une personne d'entre elles pourrait être contactée par le gestionnaire pour qu'on lui offre le poste. Pourquoi vouloir se qualifier dans un bassin? Je vous ai exprimé un peu, moi, c'était quoi mon intention, c'était quoi ma stratégie. En fait, être qualifié dans un bassin, c'est attrayant pour les gestionnaires puisque vous avez déjà prouvé que vous rencontriez l'énoncé de critères de mérite. Vous pouvez démontrer à votre gestionnaire que vous êtes prêt pour une promotion. Moi, c'était mon objectif. Et vous pouvez aussi faire du réseautage avec des gestionnaires pour trouver un nouvel emploi. Donc, c'était l'information par rapport au bassin. C'est vraiment un bassin, c'est pour vous aider à
ouvrir vos portes. Moi, je me suis fait avoir. Je vais pas dire que je me suis fait avoir, là, mais je voulais me qualifier. Finalement, la gestionnaire m'a offert l'emploi. Donc, je suis partie. J'ai pas eu besoin d'utiliser mon bassin comme une motivation pour que ma gestionnaire m'offre une promotion. Mais c'est une stratégie, les bassins, pour progresser dans sa carrière, définitivement. On va pouvoir Oui, merci. Donc, j'ai parlé des bassins. Maintenant, je veux vous parler des répertoires. Il y a souvent des répertoires qui sont disponibles sur Emploi GC. Donc, un répertoire, grosso modo, c'est pour vous aider à faire du réseautage avec les gestionnaires. Du moins, c'est ma définition. Si vous appliquez sur un répertoire, ça ne garantit pas que vous allez passer à travers les étapes pour vous qualifier. Donc, un répertoire, c'est vraiment pas un bassin, ça n'a pas le même poids, si on veut. Il y a plein de répertoires qui sont disponibles pour les étudiants ou les personnes nouvellement diplômées ayant déjà travaillé au gouvernement du Canada. Ces répertoires-là, dans le fond, vous vous inscrivez, votre nom est soumis dans le système, puis un gestionnaire, un peu comme le Programme fédéral d'expérience de travail étudiant, le gestionnaire peut consulter, disons, votre CV ou peut vous contacter si jamais il y a un besoin d'embauche. Mais ça ne vous permet pas de vous qualifier, ça ne vous permet pas nécessairement l'obtention d'un emploi. Moi, ce que j'aime dire, c'est de ne pas toujours mettre ses œufs dans le même panier. Donc, postuler sur des emplois sur Emploi GC pour des contrats indéterminés, des contrats déterminés. Mettez vos noms dans les répertoires, essayez de vous qualifier dans des bassins pour avoir le plus de chances possible. Je vous invite à scanner le code QR à votre écran. C'est la liste des répertoires qui sont disponibles, qu'on a répertoriés dans de différentes organisations. Et l'objectif, comme je le mentionnais, des répertoires en général, c'est de mettre en contact les gestionnaires d'embauche avec des personnes étudiantes, dans ce cas-ci, ou des personnes diplômées qui ont déjà travaillé au gouvernement du Canada. Donc, c'est pour vous aider à faire du réseautage là, avec des gestionnaires d'embauche. Oh non! Merci Audrey-Anne. Comme vous le voyez, c'est pas toujours facile de naviguer. Puis j'aime le point que tu as abordé où c'est de ne pas mettre toutes ces œuvres dans le même panier, simplement parce que des répertoires, des fois, je vois des gens qui nous disent oui, j'ai fait partie d'un bassin et nous donnent le numéro. Ça, je parle d'expérience, là, où on réalise que c'est un répertoire, mais la personne n'a juste jamais vraiment eu la chance de prouver ses qualifications. Donc, prenez pour acquis qu'un répertoire, c'est un genre de c'est une, c'est une banque de CV qui n'a pas été évaluée. Donc, il n'y a pas vraiment une date fictive, il n'y a pas une date de fin où ce que vous avez eu le oui, vous faisiez maintenant partie du bassin. C'est genre vraiment comme si le nom, un répertoire qui n'a pas vraiment de date de fin à le parcours de nomination. C'est vraiment les gestionnaires vont aller chercher des gens, vont faire les évaluations en fonction, mais qui choisissent peut-être pas de choisir tous les gens qui ont fait leur demande dans ce répertoire-là. Tandis qu'un bassin, si vous passez à la première étape et on va continuer en fonction des que vous rencontrez l'énoncé de critères de mérite, donc toutes les qualifications essentielles et parfois les atouts qui sont demandés pour les postes. Euh, on va passer à la prochaine partie, puis je vais vous dire, c'est vraiment le cœur de où commencer. Donc, c'est vraiment de savoir qu'on a un site qui s'appelle Emploi GC. Emploi GC, c'est sûr qu'Audrey-Anne va vous l'expliquer, mais c'est un bon point de départ pour savoir qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être en mesure de mettre ma carrière au prochain niveau. Donc, Audrey-Anne, c'est à toi. Oui, oui. En fait, Emploi GC, c'est vraiment votre go-to, si je peux le dire ainsi, pour les processus qui sont
annoncé, donc plein de belles opportunités qui sont à votre disposition. Je ne suis pas une experte de la Commission de la fonction publique. Je vais parler du mieux que je peux par rapport à Emploi GC. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de contacter les experts là, par exemple, du Programme fédéral d'expérience de travail étudiant. Si vous allez sur leur page, là, il y a une adresse générique. N'hésitez pas à leur poser des questions. Moi, je fais juste ma promotion Emploi GC, là, mais je suis vraiment pas l'experte. Je suis pas, je représente aujourd'hui, mais je suis pas l'experte, mais je veux juste le mentionner. En fait, sur Emploi GC, Emploi GC est géré par la Commission de la fonction publique. Puis la Commission de la fonction publique ont plein de beaux programmes de recrutement pour les étudiants. J'imagine que vous êtes au courant, j'imagine que vous faites partie d'un de ces programmes-là. Je prends le temps de les expliquer parce que des fois, un programme peut vous intéresser aujourd'hui, mais en fait, vous pouvez être dans un programme aujourd'hui, mais qu'un autre programme vous intéresse par la suite. Donc, il y a le programme fédéral d'expérience de travail étudiant. Moi, c'est le programme par lequel je suis rentrée au gouvernement. Donc, j'ai commencé mon début de carrière. Vous devez être considéré comme une personne étudiant à temps plein par votre établissement scolaire. Donc, soit au secondaire, cégep, université, peu importe les niveaux. Super beau programme. Si vous êtes actuellement dans le programme d'enseignement coopératif ou de stage, vous pourriez, par exemple, cet été être en coop, mais vouloir avoir un emploi par le biais du programme fédéral d'expérience de travail étudiant cet automne. Donc, vous pourriez changer de programme comme ça. Le programme coop, justement, si vous devez être inscrit à temps plein dans un programme d'enseignement coopératif de stage qui se trouve sur la liste des établissements d'enseignement et des programmes postsecondaires validés par la Commission de la fonction publique. Il y a aussi le programme des adjoints de recherche. C'est un peu plus pour les gens à l'université, j'irais même avec maîtrise, doctorat. Donc, vous devez être inscrit dans un programme d'études dans lequel vous devez faire une recherche. Donc, la recherche est obligatoire. Et il y a aussi des programmes de recrutement qui sont spécialisés, qui sont disponibles là, pour votre information. Mais les trois principaux programmes de la Commission de la fonction publique, c'est vraiment le PFETE, le programme de stage et le programme des adjoints de recherche. Comme Olivier l'a mentionné en fait au début de l'événement, lorsque vous avez votre premier contrat étudiant, vous êtes admissible à une réembauche. Donc, pour trouver votre premier contrat étudiant, vous devez absolument passer par le processus formel du PFETE, de coop ou du programme des adjoints de recherche. Mais une fois que vous avez votre premier contrat étudiant, vous pouvez être réembauché super facilement. Donc, je dis super facilement, là, je m'excuse, je pèse mes mots, mais en fait que si vous avez déjà fait un stage coop, vous pourriez faire du réseautage, puis un gestionnaire pourrait vous embaucher pour le PFETE, une session suivante. Donc, c'est assez intéressant pour ça. Ayez pas peur de faire du réseautage pour trouver une prochaine expérience étudiante là, avec un de ces programmes-là. Prochaine diapo. Pour trouver un emploi sur Emploi GC. Donc, pour les processus de nomination qui sont annoncés externes, donc qui sont annoncés, on les voit, c'est le glacier qui flotte sur l'eau, qui est à la surface de l'eau. Et pour les processus de nomination qui sont annoncés internes, donc on les voit, mais c'est juste les fonctionnaires qui peuvent appliquer. Voici ce que vous devez faire pour postuler. Donc, la première étape, c'est de se rendre sur Emploi GC. Vous allez sélectionner le groupe et le niveau qui vous convient, donc selon aussi les recherches préliminaires que vous avez faites. Vous allez sélectionner le type d'emploi. Moi, je vous conseille de sélectionner déterminé ou indéterminé, puisque c'est avec un contrat déterminé ou indéterminé que vous pouvez faire votre entrée au gouvernement du Canada. Moi, de mon côté, vu que je suis déjà une fonctionnaire, je pourrais aller chercher d'autres opportunités, par exemple une mutation
où je pourrais aller chercher un détachement, une affectation. Mais vous, si vous voulez faire votre entrée au gouvernement, concentrez-vous sur les types d'emplois déterminés ou indéterminés. Ensuite, vous allez devoir vérifier les critères d'admissibilité, soit la zone de sélection. C'est bien mentionné, là, c'est comme dans un petit carré sur l'annonce d'emploi, là, de zone de sélection. Euh, on va mentionner le lieu de résidence. Donc, par exemple, vous devez habiter Ottawa dans les environs. Le ministère de provenance. Donc, des fois, c'est seulement les employés du ministère qui peuvent appliquer. Donc, par exemple, la zone de sélection, ça pourrait dire Gatineau, Ottawa, les employés de la Commission de la fonction publique peuvent appliquer. Et on pourrait aussi avoir un groupe d'équité en matière d'emploi, donc les employés en situation de handicap de la Commission de la fonction publique de Gatineau, Ottawa peuvent appliquer. Donc, c'est la zone de sélection, c'est les critères d'admissibilité. Moi, je lis ça puis je peux pas appliquer parce que je travaille pas à la Commission de la fonction publique, par exemple. Donc, je suis pas admissible. Ensuite, vous allez devoir vérifier que vous répondez aux qualifications essentielles du poste. Quand on parle de qualifications essentielles, on parle de l'éducation, de l'expérience et des langues. Quand on dit répondre aux qualifications essentielles, c'est que vous allez devoir tout le justifier. Donc, si par exemple, on me dit que vous devez avoir j'essaie de penser, de l'expérience dans la prestation de services à la population, en fait, à des clients, donc service à la clientèle. Vous devez donner des exemples concrets. La manière qui est suggérée, c'est d'utiliser la méthode STAR. Donc, vous justifiez votre expérience à donner des services aux clients en mentionnant une situation très précise. Donc, vous débutez par le S, situation. Vous allez décrire de manière générale ce qui permet de donner une vision globale à la situation. Ensuite, T pour tâche, donc la mission et l'objectif à atteindre. Le A pour action, donc toutes les actions que vous avez faites pour réaliser la tâche. R pour le résultat, qui permet de souligner les effets de vos actions. Vous pouvez aussi donner des données qualitatives ou quantitatives. Donc, pour répondre à une question de présélection, donc pour démontrer que vous répondez aux qualifications essentielles du poste, vous utilisez la méthode STAR, puis vous allez aussi aller dans le qui, quoi, quand, où. Donc, dire par exemple, en tant qu'étudiant, donc on mentionne le poste d'étudiant à Parc Canada, donc le où, c'est au Parc Canada, là, vous donnez une période, donc en 2023, par exemple, j'ai dû, puis là, si on reprend l'exemple de servir des clients, on va prendre une situation qui est arrivée, vous allez expliquer les tâches, les actions que vous avez faites et donner le résultat. Donc, c'est ainsi qu'on justifie que vous avez la qualification essentielle du poste. Prochaine diapo. Donc, je l'ai mentionné tantôt, là, trouver un processus avec un bassin. On a une petite capture d'écran ici. Quand on va aller chercher une offre d'emploi qui nous intéresse, donc on lit tout de suite les critères d'admissibilité. Si on est admissible, on continue. Si on n'est pas admissible, on retourne en arrière, on va chercher une autre offre d'emploi. Si on est admissible, on continue à descendre. Il y a une section intention du processus. Moi, c'est ce que je regardais avant d'aller plus loin dans les qualifications essentielles. Ça l'indique clairement. L'intention est de doter un poste pour une durée indéterminée. Donc, une personne va être nommée avec un contrat indéterminé. Et un bassin de candidats qualifiés sera établi et pourra être utilisé pour doter des postes similaires dans ce groupe et niveau. Donc, on mentionne pas que c'est juste à l'interne. C'est un bassin qui est ouvert à l'ensemble du gouvernement du Canada. Donc, moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresserait un processus avec un bassin qui est ouvert. Prochaine diapo. Autre petit truc intéressant avec Emploi GC, avec la Commission de la fonction publique, c'est qu'il y a c'est un programme qui s'appelle l'Occasion d'emploi pour étudiants autochtones et il y a aussi l'Occasion d'emploi pour les étudiants en situation de handicap. Ces programmes-là, en fait, c'est dès que vous avez un emploi étudiant au gouvernement,
vous pouvez vous inscrire. Donc, vous devez remplir un petit formulaire. Si vous vous auto-déclarez comme étant un étudiant autochtone avec les justificatifs, ou un étudiant en situation de handicap qui n'a pas besoin de prouver que vous êtes en situation de handicap, vous pouvez vous inscrire et vous allez avoir accès à des formations, programmes de mentorat, des événements, des services de soutien qui sont destinés aux étudiants autochtones et en situation de handicap. Donc, super intéressant. Puis, juste prochaine diapo, je vais pouvoir vous expliquer comment s'inscrire. Donc, comment s'inscrire à ces occasions-là? Les personnes qui sont étudiantes autochtones ou en situation de handicap, donc autant si vous avez un contrat par le biais du programme fédéral d'expérience de travail étudiant, du programme coop ou du programme des j'oublie tout le temps, au fort que je l'écris sur mon mur, des adjoints ou des assistants de recherche, donc le PAR, vous êtes admissible et vous devez remplir un formulaire ou si vous le souhaitez, là, votre gestionnaire ou les spécialistes en ressources humaines peuvent le remplir. C'est tout simple. Votre nom est envoyé aux personnes qui sont responsables de l'occasion d'emploi des étudiants en situation de handicap ou de l'occasion d'emploi des étudiants autochtones et ils vont communiquer avec vous par la suite. Excellent. Merci beaucoup. J'avoue, je suis en train de répondre à quelques des questions de côté. Audrey-Anne, on aura des super de belles questions à la toute fin qu'on aura la chance de pouvoir en discuter puis d'aller un petit peu plus en détail. Bon, maintenant, vous connaissez les groupes et niveaux, le type de nomination possible dans la fonction publique, ce que sont des bassins et même un inventaire, le site Emploi GC, mais comme vous le savez, il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain. C'est le ABC de la dotation. Mais avant de passer à la période de questions, on va vous partager quelques autres ressources additionnelles. Puis je pense qu'on l'avait déjà mentionné, il y a l'aspect des langues. Vous avez probablement entendu parler de avoir son profil linguistique, etc. Donc, je te laisse, Audrey-Anne, de nous donner un petit peu plus de contexte à quoi d'autre considérer dans notre planification de carrière. Oui, bon point. Puis, en effet, je l'ai mentionné tantôt, dans les qualifications qui sont essentielles, il y a aussi les langues, donc son aisance dans les deux langues officielles. Donc, pour chacun des postes, il y a une évaluation qui est faite à savoir quel profil linguistique est rattaché au poste. Donc, par exemple, si c'est un poste de servir des clients de servir directement la population canadienne, il y a de fortes chances que le poste soit complètement bilingue. Donc, vous devez être capable de parler en français et en anglais. Par exemple, j'inclus aussi Olivier, là, je suis pas bien sûre, là, on doit avoir un profil bilingue puisqu'on a des clients, les gestionnaires d'embauche. Donc, mon poste n'est pas unilingue, mon poste, il est bilingue. Donc, quand on regarde une offre d'emploi, on va voir le profil linguistique qui est requis, donc soit la langue seconde. Les langues du poste doivent être rencontrées au moment de la nomination, ce qui veut dire que si vous n'avez aucun test officiel, vous n'avez pas fait de test encore de la Commission de la fonction publique, ben, c'est pendant le processus de nomination, ils vont vous inscrire en fait au test pour voir si vous rencontrez le profil linguistique. Donc, si vous voyez que en fait, ça va être 3 lettres, là, puis je vous les explique dans pas si longtemps, là, mais si vous voyez, par exemple, que le profil linguistique du poste, c'est BBB, mais que vous n'avez jamais fait de test, c'est pas grave, on va vous inscrire au courant du processus pour que vous fassiez vos tests à savoir si vous avez le profil qui est demandé. Donc, quand on voit l'offre d'emploi, on va voir 3 lettres. Ça peut être BBB, ça peut être CBC, ça peut être CCC, ça peut être anglais essentiel ou français essentiel. Français essentiel, c'est que vous êtes demandé de parler en français. Il n'y aura pas de test d'évaluation de langue seconde. Même chose, anglais essentiel, vous n'avez pas besoin d'être bilingue. Toutefois, si votre langue de préférence est le français, on va devoir vous évaluer si vous êtes capable de faire le travail d'un poste qui est anglais essentiel.
Puis ici, c'est un poste qui est bilingue, donc qui est CBC, BBB, CCC. Vous avez droit à la prime de bilinguisme, qui est, je pense, un 700 ou 800 dollars par année. Et le CBC, le BBB, le CCC, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la note que vous allez recevoir, en fait, suite au test. Donc, en ordre, c'est lecture, écrit, oral. Donc, moi, je m'en rappelle toujours en utilisant l'acronyme LEO. Donc, vous devez avoir le niveau C. Par exemple, CBC, ça veut dire que lecture, vous avez un niveau avancé. B, donc à l'écrit, vous avez un niveau intermédiaire et à l'oral, vous avez un niveau avancé. Et de la manière que ça fonctionne, les notes, c'est contraire un peu à l'école. Donc, si vous avez un A, c'est niveau débutant, B, niveau intermédiaire, C, niveau avancé, et E, vous avez l'exemption. Donc, vous n'avez plus besoin de refaire les tests. Si je redonne un autre exemple, donc si le poste demande un profil linguistique BBB, vous devez avoir à la lecture un niveau intermédiaire, à l'écrit un niveau intermédiaire et à l'oral un niveau intermédiaire. Et toutes ces évaluations-là de langue seconde sont faites avec le gouvernement du Canada. Là, il y a des tests, les mêmes tests pour tout le monde. Donc, ça doit vraiment être fait avec le processus, ça doit vraiment être fait de manière formelle, là. Si vous avez jamais fait les tests, vous allez les faire là, avec le gouvernement. Vous pouvez aussi faire des tests d'auto-évaluation pour connaître un peu votre niveau. Donc, les tests d'auto-évaluation, c'est très similaire aux vrais tests. Donc, les questions qui sont posées, c'est par expérience, c'est très, très, très similaire, là. Vous pouvez essayer les tests d'auto-évaluation pour la compréhension de l'écrit et de l'expression écrite avant de passer les tests officiels. Moi, je me rappelle que ma gestionnaire m'avait demandé de faire les tests d'auto-évaluation pour lui donner une idée de mon niveau d'aisance en anglais, puisque c'est ma langue seconde. Pour savoir si j'allais passer les tests lors de ma nomination. Puis une fois que vous avez vos résultats, là, gardez-les parce que dans chaque processus, on va vous redemander vos résultats officiels si c'est un poste qui est bilingue, par exemple. Maintenant, des petits trucs pour développer votre langue seconde. C'est un défi, mais autant c'est la beauté de travailler au gouvernement. Moi, je peux dire que j'ai appris l'anglais avec le gouvernement. Oui, on a des cours à l'école, mais le pratico-pratique aide vraiment à développer sa langue seconde. En fait, pour comprendre l'importance des langues officielles dans la fonction publique fédérale, vous pouvez aller voir une ressource super simple qui résume bien la loi sur les langues officielles. Donc, c'est la ressource en ligne, la loi sur les langues officielles et vous. Il y a aussi la liste des régions bilingues au Canada aux fins de la langue de travail. Moi, j'avoue que c'est un de mes dossiers. J'aime bien le dossier des langues officielles. Mais de bien comprendre aussi vos droits en matière de langues officielles, c'est important. Il y a aussi des cours et des ressources de l'École de la fonction publique du Canada, comme par exemple le cours sur respecter les langues officielles dans la fonction publique pour encore là vous aider à mieux comprendre les langues officielles. Et il y a aussi une ressource de préparation à l'évaluation de langues officielles. Il y a des outils, des ressources aussi du commissariat aux langues officielles, des super belles ressources, des super belles formations aussi qui sont offertes. Et pour vraiment pratiquer, développer vos compétences linguistiques dans votre langue officielle seconde, c'est l'application Moril. C'est super dynamique, un peu comme un Duolingo, si je me trompe pas. Mais c'est super dynamique. C'est vraiment avec pour l'avoir essayé, c'est avec des reportages de comme Radio-Canada pour vraiment aider à bien saisir ce qui est dit, puis bien s'assurer qu'on comprend l'information. C'est une super belle application, l'application Moril. Poursuivez votre apprentissage. On vous a donné plein d'informations aujourd'hui sur la planification de carrière. C'est une des mille et une formations qui existent. C'est un des mille et un événements disponibles. Votre incontournable là, en matière d'apprentissage, c'est vraiment le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. L'événement d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est avec le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux et
étudiants GC. Le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux ont des ressources de carrière en ligne qui sont disponibles. Vous pouvez consulter leur page de ressources sur divers sujets, autant comment faire un CV, des conversations informelles. Ils ont une base de données assez impressionnante de trucs et conseils partagés par plein de fonctionnaires. Donc, super intéressant d'aller faire un tour. Ils ont aussi la série d'apprentissage virtuel, des séances hebdomadaires, puis aussi beaucoup d'enregistrements des dernières séries d'apprentissage, donc des événements du passé qui sont disponibles sur YouTube. Plein de belles formations, plein de sujets super stimulants. Et vers la fin du mois de janvier, à chaque année, ils ont le camp de carrière. Donc, c'est comme un planifier votre carrière, mais vraiment en détail. Donc, il y a 1 heure, on pourrait passer 1 heure et demie sur juste les groupes et niveaux, comment faire des mutations. Donc, c'est vraiment des sujets en profondeur. Et encore là, il y a leur enregistrement des derniers camps de carrière qui sont disponibles sur YouTube si vous avez des questions plus précises. Et j'avoue avoir un coup de cœur, puis j'imagine qu'Olivier aussi, là, mais il y a à l'École de la fonction publique une formation sur le fonctionnement de la dotation dans la fonction publique. J'ai vraiment aimé, moi, dans mes débuts de conseillère en ressources humaines, de faire cette formation-là, mais je le conseille à tout le monde. C'est vraiment les bases, les fondements de la dotation. On va comprendre les mutations, un peu de ce qu'on vous a parlé aujourd'hui, mais de manière très interactive là, avec l'école en fonction publique. C'est mon incontournable, j'avoue, là, pour mieux comprendre la dotation. Là, je vous conseille de le faire. En résumé, ce que j'espère vraiment que vous allez vous rappeler de l'événement d'aujourd'hui, si vous cherchez un emploi, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Utilisez Emploi GC, essayez de vous qualifier dans des bassins, mettez votre nom dans des répertoires, ayez un compte LinkedIn, faites du réseautage avec des gestionnaires, faites partie des groupes Facebook, faites une publication pour mentionner à d'autres gestionnaires ce que vous cherchez. Allez sur GC Annuaire, trouver des fonctionnaires qui pourraient vous inspirer, vous aider dans votre développement de carrière. Faites du réseautage. Essayez plein de manières. Comptez pas juste sur les répertoires pour vous trouver votre prochaine opportunité d'emploi. Attendez pas non plus que votre gestionnaire vous offre un emploi sur un plateau d'argent. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est la morale de la planification de carrière, selon moi, là. C'est ce que j'espère que vous allez en retirer de l'événement d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup encore une autre fois, Audriane. Beaucoup d'informations. Ça me surprend. Moi, j'aurais été essoufflé à la fin. On pose de nouveau la question sur une échelle de 1 à 5. Quel est votre niveau de connaissance au sujet de la planification de votre carrière au sein du gouvernement du Canada? 5 étant le plus haut niveau de connaissance. Est-ce que vous avez appris quelques points? Est-ce que vous avez appris beaucoup plus? Je sais on a peut-être des questions qui sont entrées. Je vois qu'on a eu quand même plusieurs questions. Peut-être que ce chiffre-là va changer avec la réponse à la question. Euh, mais ultimement, on veut savoir qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que c'était un petit peu... Oh. OK, là, on commence à avoir des 3, des 4. On a des 5 aussi. C'est excellent, ça. Moi, je vois ça comme du succès, puis une belle représentation de la courbe normale à un certain point. Je suis désolé, je fais beaucoup de statistiques ces jours-ci. Euh, donc, ultimement, c'est un peu l'information qu'on voulait vous donner. Moi, on va passer à la prochaine diapo, parce qu'on a des annonces. Des choses qu'on vous encourage. Puis je sais qu'il y a quelques difficultés avec les liens que j'ai compris qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Euh, Sachez que, encore une autre fois, l'information sera toute accessible. Il y a un courriel qui va passer à la fin avec la présentation. Donc, vous pouvez l'essayer. Puis si ça ne fonctionne pas, je vous encourage aussi d'aller directement sur Google et vous allez voir étudiant GC Wiki. Puis probablement, vous allez avoir accès à ces informations-là où vous pouvez avoir toutes les ressources qui seront présentées aujourd'hui.
OK? Donc, on va passer à la prochaine diapo. Tel que mentionné à un moment donné dans la présentation, on a un groupe Facebook. On vous encourage fortement. J'avoue, étudiant GSC et mais je vais même plus loin de dire le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Une chose que j'apprécie énormément, ils ont du contenu, on met beaucoup de nouveaux contenus, on modifie le contenu en fonction au cours du temps. Donc, je vous encourage vraiment. Je trouve que c'est des plateformes qui sont bien entretenues. Puis bravo justement à l'équipe qui s'en occupe. Donc, allez visiter ça. On va passer à la prochaine. On a d'autres types de plateformes aussi. On est sur LinkedIn, X pour les gens qui ont peut-être connu Twitter, c'est la même chose. On a aussi Instagram, Facebook. On vous invite fortement d'aller voir ces réseaux-là. Comme j'ai dit, ils seront accessibles sur la diapo. Et sinon, encore une autre fois, allez voir Étudiant GC et vous pourrez trouver tous ces liens-là. Ils seront disponibles là. On clique au prochain. Les bulletins mensuels étudiants GSC, moi, en tant que représentant un peu des étudiants, mais aussi dans le cœur de ce que je fais, moi, je suis abonné au bulletin mensuel d'étudiants pour voir exactement c'est quoi les événements, tels que cet événement ici, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se brasse euh, pour le bien des étudiants. Donc, on vous invite aussi à vous abonner à ça. Vous avez un code QR. Encore une autre fois, vous pouvez trouver tout ça dans la présentation que vous allez recevoir. Et finalement, si vous avez des commentaires quant à la session, n'hésitez pas de nous laisser savoir. Comme vous l'avez vu, on a vu que les répertoires et les bassins, c'était important. On s'est dit, gars, c'est peut-être une idée de le rapporter de nouveau à la présentation. Donc, comme vous voyez, c'est important pour nous de savoir effectivement qu'est-ce qui est important pour les étudiants et comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions-là. Prochaine diapo. Là, nous sommes maintenant rendus à la question, à la période de questions. Je vois qu'il y a des gens qui ont utilisé le clavardage, mais aussi des gens qui ont utilisé la fonction de Q&A. Donc, on va répondre à des questions. J'avoue, on a à peu près 5 minutes, mais on va répondre le plus qu'on peut. S'il y a des gens qui veulent rester, moi, je peux rester à la fin puis on répond un peu. Mais au moins, on pourra aborder peut-être les questions qui pourraient être plus qui pourraient répondre de façon plus générale pour la majorité. Donc, euh, on va commencer au niveau des questions qui est dans le Q&A. Puis, Audrey-Anne, je vais te laisser non répondre. Puis, si tu veux, je peux en répondre aussi. Euh, donc, on va commencer avec le premier au sujet de l'annuaire qui avait été présenté au tout début de la présentation. Il m'arrive de tomber à des adresses courriels non mises à jour, des adresses qui n'existent plus ou erronées. Que faire? Moi, j'aime le petit truc qu'on prend le prénom, nom de famille de la personne à commercial avec la fin de, disons par exemple, moi je suis j'étais à Emploi et Développement Social Canada, mais toutes les adresses courriels finissent de la même manière. Donc, je m'essayerais de cette façon-là, d'aller voir les collègues. Sinon, d'aller voir sur LinkedIn, d'essayer de trouver la personne. Je m'essayerais comme ça. Effectivement. Puis même à ça, vous pouvez aller voir directement au niveau des départements, voir exactement, parce que des fois, il y a des gens qui changent. Si il y a un titre de poste, vous pouvez aussi envoyer un message au département, dire qui occupe maintenant le poste-là. Vous serez en mesure de trouver cette information-là. Une autre excellente question qui est pas évidente, est-ce qu'un employé occasionnel peut appliquer pour un emploi interne? Si on fait vraiment attention au mot, là, si vous êtes sous contrat occasionnel, vous êtes un travailleur occasionnel, donc vous n'êtes pas un employé, vous êtes donc pas admissible aux emplois internes, sauf si dans la zone de sélection, on mentionne que les travailleurs occasionnels sont admissibles. Oui, il faut que ça le mentionne. Ouais. Oh oui. Euh, puis je pense que ça apporte un point que tu as apporté lors de la présentation. C'est tellement important de lire les affiches parce qu'il y a beaucoup d'informations qui est donnée dans les affiches. C'est là où ce que vous allez voir effectivement si vous faisiez une demande pour un bassin ou vous posez votre
candidature pour un bassin, ça va vous donner l'information de qu'est-ce que le bassin vous offre. Il y a des bassins qui sont spécifiques pour un département. Tandis qu'il y en a d'autres que ça va dire directement dans la fiche que c'est ouvert à d'autres départements. Donc, c'est vraiment important de faire de la lecture pour savoir exactement ce que vous avez besoin et aussi au niveau des compétences, expériences, etc. On a une autre question, c'est un contexte, mais moi, je vais le rechanger un peu. Euh, pour que ça soit un petit peu plus général, puis j'espère que je vais pouvoir répondre à votre question en fonction de la manipulation que je vais faire. Est-ce qu'il y a une possibilité de commencer un emploi au niveau du gouvernement euh, au, plus haut que le salaire du minimum de l'échelon dont vous commencez? Donc, par exemple, moi, mettons, je suis un PE2. Si je suis un PE2, est-ce que j'ai besoin de commencer à étape numéro 1 du PE2 ou je peux commencer plus loin dans l'étape, dépendamment de mon expérience, de mon éducation, de ce que j'ai acquis? Est-ce qu'on peut aller plus au-delà de la première étape d'un profil? Puis, je pense que ce qui est important, juste de s'assurer qu'on comprend, que tout le monde est sur la même page. Il y a le groupe professionnel, donc par exemple le PE. Il y a le niveau qui est le 0,2, donc c'est par rapport aux qualifications. Et il y a l'échelon qui est par rapport au nombre d'années de service. Donc à chaque fois que vous faites un an au sein de, mettons, vous êtes PE2, vous commencez à l'échelon 1. Après un an, vous montez à l'échelon 2. Donc vous êtes comme un PE2, donc deuxième échelon. Donc, c'est ça qu'on veut dire par échelon, là. On parle pas des C'est niveaux, ça. on parle vraiment Non, c'est ça. Oui, des échelons. Moi, ce que je lance comme ça, c'est qu'on peut juste négocier une fois son salaire au sein du gouvernement du Canada. C'est lorsqu'on a notre premier contrat déterminé ou indéterminé qu'on peut le négocier. Sinon, c'est ça. on suit l'échelon. Si j'ai une promotion à PE3, c'est le premier échelon. Le seul moment que vous pouvez le négocier, c'est lors de votre entrée. Puis, vous devez quand même avoir des bons arguments. Moi, dans mon cas, j'avais pas assez d'expérience pour justifier de passer à l'échelon 2. Puis, on m'offrait, par exemple, un contrat indéterminé. Je me suis dit, je vais pas m'obstiner, je vais pas essayer de faire augmenter mon salaire. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. C'est juste lors de notre entrée en tant que fonctionnaire qu'on peut négocier avec de bons arguments son salaire, son échelon, en fait. Puis je vais te dire, moi, ça a été un peu de l'inverse aussi, où j'ai commencé, mais j'ai réussi à commencer dans un échelon plus haut simplement parce que j'ai pu démontrer, avant même que Mhm. je me fasse embaucher, que j'avais une connaissance ou une compétence qui me permettait de dire, oui, je tombe pas nécessairement sur le même niveau que peut-être un débutant. Mais je vais vous dire, c'était pas connu, je ne savais pas que ça allait être comme ça, c'est juste à tomber. Mais c'est de l'information à savoir lorsque ça vient peut-être à négocier aussi. Vous n'êtes pas à la fonction publique, vous disiez, il y a une opportunité qui m'a été offerte, vous avez le droit de demander au niveau de négociation de salaire Mhm. euh, pour la première fois. Ouais. Bon, Dans, le temps a filé, là, mais j'aurais juste répondu à peut-être la deuxième partie de la question de la personne, en fait, en termes oui, d'éducation. Moi, ce que je conseille toujours, puis en fait, la question, c'est que la personne est en train de faire un doctorat. Moi, j'ai été dans la situation, mais au niveau de la maîtrise, donc j'ai fini mon bac, mais mon groupe professionnel reconnaissait seulement le bac. Donc, je me suis dit, je vais commencer à travailler à temps plein parce que je veux aller chercher l'expérience de travail. Parce que j'ai déjà les études, je vais aller chercher l'expérience de travail et j'ai décidé de faire mhm, ma maîtrise à temps partiel. Et ma maîtrise m'a aidé à aller chercher encore plus d'expérience de travail. Donc, un choix à faire de dire est-ce que je me concentre dans mes études je me concentre dans mes études parce que c'est ce qui est exigé pour le groupe professionnel, par exemple, ou au contraire, ben, je travaille pour aller chercher cette expérience de travail-là qui est un peu plus difficile à aller chercher. Mais c'est ça, une décision à prendre là, qui est pas toujours facile, là. non, c'est d'excellentes questions, justement. Surtout à certains niveaux où tu commences à tomber dans des maîtrises, des docs. Il y a d'autres opportunités, surtout si on est au doc, on a des opportunités plus académiques. Ouais. Donc,
comment gérer ça? Ça va toujours dépendre de ton gestionnaire aussi et du département. Eux vont Hmm. venir, c'est pas tous les départements qui disent oui, mais tu as certains départements qui vont peut-être être plus ouverts à cette flexibilité-là. J'ai une autre excellente question. Quand en est-il des étudiants qui n'ont pas d'expérience canadienne en matière de travail? Y a-t-il un empêchement? Donc, si je comprends bien la question, c'est au niveau du travail même, donc l'expérience de travail. L'expérience de travail canadienne? Est-ce qu'on a besoin d'une expérience de travail canadienne? Ben, en fait, j'adore la question. Merci. Moi, j'ai justement fait en fait, on forme les gestionnaires au sein de mon organisation pour avoir une approche en dotation qui est plus inclusive. Et pour être inclusif, et augmenter justement la diversité dans les candidatures, c'est pas recommandé de spécifier une expérience qui est canadienne, à moins que ça soit très, très, très précis. Mais si on est trop précis, par exemple, si on dit canadienne, si on dit une expérience récente de 2 ans, si on dit bon, là, les exemples me manquent, mais ça vient exclure des candidats potentiels. Donc, c'est pas une pratique qui est recommandée de spécifier une expérience qui est canadienne parce que vous avez une candidature qui est intéressante, vous avez des choses à apporter. Non, c'est pas nécessaire, puis au contraire, c'est pas recommandé. En tout cas, d'un point de vue, moi qui travaille en équité, diversité et inclusion, C'est ça. c'est pas recommandé, là. Je vais aller du côté du clavardage parce qu'on a eu des questions là aussi. Comment savoir si on est dans un bassin, si on a fait des entretiens non concluants? Malheureusement, si tu n'as pas eu d'appel, puis c'est un peu difficile avec des processus externes annoncés Ouais. parce que les gestionnaires n'ont pas l'obligation d'envoyer un message pour avoir des discussions informelles. C'est c'est une demande interne. Donc, si c'est un bassin interne, vous avez le droit de faire une demande pour une discussion informelle, tandis que des bassins externes, ce n'est pas requis. Souvent, c'est au niveau du volume de candidats. Des fois, c'est juste trop difficile d'avoir des discussions avec tout le monde. Donc, des fois, tu ne vas pas avoir de réponse pour des bassins externes. Mais si vous êtes admis pour un bassin, c'est garanti que vous allez le savoir. On va vous le dire. OK? Euh, donc, pour la personne, je vous encourage de continuer à essayer. Perdez pas courage. Je pense qu'on a tous passé par là où on a dit hey, moi, je pensais que j'allais me rendre là. Ça n'a pas fonctionné. Donc, continuez. Une autre question qui venait, est-ce que on est aussi considéré comme étudiant par la fonction publique si on est étudiant à un programme de certificat universitaire 30 crédits? La règle, c'est qu'on doit être à temps plein. Puis ça, la règle doit être qu'on est à temps plein pour être admissible à un contrat étudiant. Autrement, je vois pas dans quel contexte ça pourrait être utile d'être considéré comme un étudiant par la commission. Mais ça n'a pas rapport le certificat ou le nombre de crédits, vous devez être à temps plein pour être admissible aux emplois étudiants. Effectivement. Merci beaucoup. Une autre question. Il y a des emplois au gouvernement qui nous demandent si on a une expérience appréciable. C'est combien d'années d'expérience, une expérience appréciable? Moi, j'enlèverais ce mot-là dans la Moi qualification aussi. essentielle. Là. Personnellement, là, j'aime pas. Ça devrait juste pas être là. C'est mauvaise pratique ou je sais pas. Euh, je l'ai vu. Ce que nous, on dit, mettons qu'il y a un gestionnaire, que je travaille avec un gestionnaire qui me dit, regarde, on a besoin une expérience spécifique dans un domaine, on a besoin d'une expérience appréciable. Souvent, les conseillers en ressources humaines ou les gens qui vont appuyer les gestionnaires vont dire, OK, si tu ajoutes appréciable, donne-nous un chiffre. Dis pas juste appréciable parce que c'est tellement flou, ça ne veut pas dire grand-chose. Appréciable, ça veut dire 1 an pour une personne, puis ça veut dire 5 ans pour un autre. Donc, si vous voyez appréciable, mais qu'il n'y a pas de contexte au niveau du nombre d'années, euh, je vous encourage aussi de regarder en bas, il y a toujours une personne contact. Vous avez le droit de me poser la question de dire, regarde, ça dit appréciable, combien d'années vous mentionnez? Est-ce que c'est pour une certaine période de temps? Mais n'hésitez pas de demander la question si ça n'a pas été spécifié. Euh,
C'est des bonnes pratiques que les gestionnaires, on encourage beaucoup les gestionnaires à avoir. Je vais retourner de nouveau rapidement. Audrey, as-tu encore un peu de temps? Moi, j'ai du temps, absolument. OK, J'ai parfait. Guillaume, faudrait valider aussi avec Guillaume, là, si t'es correct, Guillaume, Toi, ça va-tu, Guillaume? en arrière-plan. Oui, oui, ça va. Puis j'aimerais Oui, juste, oui, ça va. Vous m'entendez? on vous entend, oui, super. OK. Et effectivement, merci beaucoup, Guillaume. Guillaume était la personne qui contrôlait, genre, c'est le Manitou de toute la présentation pour le fonctionnement. Donc, on apprécie beaucoup le travail de Guillaume. Euh, on a d'autres questions. Combien de mois à l'avance devrais-je commencer à postuler si je décide obtenir un emploi à GC étudiant? À GC après mes études, désolé. Hmm. Dans les qualifications essentielles, si ça demande d'avoir un bac, mais vous êtes en train de faire votre bac, vous seriez mieux de contacter la personne contact pour savoir c'est quoi les délais. Moi, je conseillerais de commencer quand on dit commencer à postuler, moi, dans ma tête, c'est sur Emploi GC. Fait que juste de s'assurer que vous avez les qualifications essentielles pour l'étude. Sinon, commencez le plus tôt possible pour faire du réseautage. Ça, c'est sûr que c'est le plus tôt possible, mais pour postuler, peut-être, Olivier, tu aurais plus d'informations, mais c'est l'obtention du bac et tout Ouais, ça, c'est ouais. compliqué, là. C'est pas évident. Donc, ultimement, si c'est dans le contexte des étudiants, on va demander que l'étudiant nous présente. Souvent, ce qui arrive, c'est que les processus vont entamer. Des fois, on se dit que une personne est en mesure d'avoir. C'est un peu comme on va pas dire une embauche anticipatoire, mais on va anticiper jusqu'au moment de l'embauche que vous avez les qualifications. L'éducation, c'est une qualification essentielle. Donc, si on n'a pas l'éducation pour le poste actuellement, euh, il va être demandé, qui va être nécessaire pour être en mesure de donner les lettres d'offre. OK? Ce que moi, je vous recommande probablement de faire, puis j'ai fait l'exercice avec quelques étudiants à nos départements, c'est concentrez-vous sur les qualifications essentielles. Commencez à bâtir votre profil. Vous n'avez pas nécessairement besoin de faire de postuler si vous n'êtes pas prêt à postuler, mais en même temps, vous allez voir si vous allez sur Emploi GC, souvent les postes similaires ont des qualifications très similaires aussi. Il va y avoir des variations, mais souvent, ça va être pas mal la même chose en termes de ce qu'on cherche au niveau des compétences, un peu des expériences, ainsi de suite. Comme mentionné, le but, c'est de rencontrer mérite. Donc, si vous rencontrez mérite, il faut pouvoir prouver, valider que vous avez obtenu de l'expérience professionnelle ou que ça soit para-académique qui valide justement que vous avez les compétences. Donc, c'est déjà des exercices que vous pouvez faire même avant même de passer en entrevue, passer à des évaluations, ainsi de suite. Moi, je recommande aux gens d'aller voir les différents dossiers, voir les postes qui vous intéressent, voir c'est quoi les compétences nécessaires, puis commencer à faire un petit peu d'un un remue-ménage de OK, on demande une compétence au niveau de travail d'équipe. OK, qu'est-ce que des exemples de travail d'équipe que j'ai déjà eu dans le passé qui me permettraient d'expliquer, de valider que j'ai ces compétences-là? J'ai même pas postulé, j'ai déjà probablement les réponses à ça. C'est une bonne façon de commencer parce que peut-être que tu vas avoir trois postes qui vont vous demander d'avoir des compétences en travail d'équipe. Tu peux utiliser le même exemple pour chacun des postes, là. Donc, c'est vraiment un exercice de faire même avant. Puis quand ce que tu vas avoir ton diplôme, c'est beaucoup plus facile d'y aller en fonction. Bon, je sais qu'on dépasse beaucoup le temps. On a quand même beaucoup de questions. Si vous avez d'autres questions, je ne sais pas s'il y a une façon qu'on peut les répondre autrement. T'as tellement un grand cœur, Olivier. Moi, ça me ferait plaisir. Ben, je veux dire, si vous voulez écrire directement à étudiant GC, je peux mettre le Ouais. lien de l'adresse courriel dans le chat.
Ça, vous pouvez le faire. Je pourrais, si ça te tente de m'aider, si on en reçoit, Ouais, Olivier, on peut en répandre, là. je pourrais t'es envoyer. Là, je le trouve pas, là. J'ai oublié Absolument. notre adresse courriel, là. Mais, ah, je l'ai ici. Je vous envoie ça dans le chat si jamais vous avez d'autres questions. Voilà, je mets ça dans tout le monde. Puis on est désolé, puis je comprends la volonté de poser ces questions-là. N'oubliez pas, vous pouvez aussi demander les questions sur les réseaux sociaux qui sont ouverts aussi. Étudiants GC, vous allez voir, il y a des gens là qui peuvent les répondre. Moi-même, je vais m'abonner, puis je pourrai probablement répondre quelques questions. Donc, j'espère que vous avez bien apprécié la discussion. Encore une autre fois, je remercie Audrey-Anne pour l'excellente présentation. C'est une longue présentation, mais c'est essentiel. Euh, Oui. C'était excellent. Encore une autre fois, étudiants GEC, Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, je vous tiens à vous remercier tous chacun qui ont participé à l'événement. J'espère qu'on a pu répondre à des questions, que vous ne partez pas avec plus de questions que de réponses. Puis, on vous invite à participer aux prochaines activités en souhaitant qu'on va vous voir bientôt. Merci, Olivier. Ça va? Merci mille fois. Merci. Encore Bye une fois, bye. merci Guillaume. Salut tout le monde. Merci. Bonne Bye-bye. journée.